Bon. Alors, pour commencer, Louise, est-ce que tu pourrais me présenter brièvement ton parcours académique et professionnel pour le partager aux gens, en fait? Oui, donc je suis Louise Lalongé, je suis restauratrice de textile à la retraite depuis 2019, après 38 ans de carrière en restauration. Alors, j'ai travaillé principalement pour le Centre de conservation du Québec, mais également au Musée de la Civilisation et au Musée des beaux-arts de Montréal. J'ai surtout travaillé en restauration des textiles tout en développant une expertise en conservation préventive. Alors, je détiens un baccalauréat en ethnologie et une maîtrise en ethnologie à l'Université Laval, donc ma maîtrise qui était avec une co-direction en chimie. J'ai aussi un DESS en conservation préventive des biens culturels de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Paris, en France. À mes débuts en restauration, bon, j'ai suivi des cours de chimie, mais je suis aussi allée au Cégep de Saint-Hyacinthe, qui offrait des cours destinés à l'industrie textile. J'ai pu avoir la formation sur des propriétés physiques et chimiques des fibres textiles et sur les teintures avec des colorants synthétiques. Mes apprentissages sur la teinture synthétique ont été d'une grande utilité dans mon travail, puisqu'en restauration des textiles, nous recherchons la même précision et le même contrôle de qualité des colorants que dans l'industrie, pour reproduire des couleurs voulues pour teindre notamment des tissus de conciliation ou les fils qu'on utilise en restauration. Bien entendu, tout au long de ma carrière, ben, j'ai recherché de la formation continue en assistant à des ateliers spécialisés en restauration, soit théorique ou pratique. Bien, merci de partager ça. C'était étendu et super intéressant, surtout de voir tout ce parcours-là qui est très diversifié, mais tu as réussi à combiner dans, en fait, une même profession. Alors, Oui. maintenant, je te demanderais quand et comment as-tu découvert le domaine de la restauration? Qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre ta carrière dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans les textiles également? Oui. Ben, comme ma mère était tisserande, je me suis très tôt intéressée au textile. Dès l'adolescence, j'ai fait du tissage au métier basse-lisse, de la technique du fléché, de la broderie, de la dentelle. Au niveau collégial, j'ai étudié en arts visuels où j'ai eu des cours sur l'histoire des textiles, mais aussi sur la technique de la tapisserie haute lisse. À l'époque, je m'intéressais déjà à l'histoire et au patrimoine en général, sans savoir, mes loisirs et mes passions m'ont conduit tout naturellement vers la restauration des textiles. Lorsque j'ai étudié au baccalauréat à l'Université Laval, j'ai choisi des cours qui touchaient la culture matérielle, notamment sur le costume et la muséologie. C'est là que j'ai eu mes premières notions de conservation des biens culturels et que j'ai entendu parler de restauration. C'est lors d'une première expérience de travail au musée, régional de la Malbaie en 1978-79 que j'ai pris conscience de l'importance de la conservation préventive. Je sentais qu'il fallait faire quelque chose pour améliorer les conditions de la réserve des textiles qui était située au sous-sol, dans un milieu trop humide pour conserver des textiles. L'été, l'humidité relative pouvait atteindre 90. Ouch! Alors, après avoir, sensibilisé le directeur du musée à ce problème, je suis retournée au musée en 1981 pour réaménager la réserve des textiles dans un local situé cette fois-là à l'étage, un endroit qui présentait un climat beaucoup plus stable, sans fenêtre extérieure. Alors, lors de ce projet, j'ai bénéficié des conseils de Sharon Nettle, une restauratrice de textiles au Centre de conservation du Québec. Et c'est un peu comme ça que j'ai entendu parler de bourses qui étaient offertes par le ministère de la Culture, des Affaires culturelles de l'époque, qui avait mis en place un programme de bourses en restauration. Et c'est par ce programme que j'ai pu faire un stage d'une année au centre de conservation et commencer mes premières expériences en restauration des textiles. Voilà. Super! Je me demande si un jour ce programme de bourse-là va revenir, ça serait vraiment intéressant. Oui, ben, oui, ça fait longtemps, là, puis ça s'est pas reproduit Oui. avec les années. Ça n'a pas duré longtemps non plus, malheureusement. Mhm. OK.
Bon, maintenant, avec les années, le parcours académique puis la formation en restauration, elle a beaucoup évolué. Mais aujourd'hui, elle s'est vraiment formalisée en des programmes de maîtrise et c'est comme ça c'est cette voie-là qu'il faut suivre si on veut devenir restaurateur de nos jours. Hem, Qu'en penses-tu de ça, comme de ce processus-là qui est en fait très différent du tien également? Oui, 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 c'est ça. Ben, il faut dire que dans les années 80, bon, j'ai été encouragée à suivre une formation pratique au centre de conservation, et que dans les années antérieures, dans les années 70, il y avait déjà de la formation comme ça de restaurateur en milieu de travail, notamment à l'Institut canadien de conservation. Il faut aussi se mettre dans le contexte de l'époque. C'était le début de la restauration au Québec. Il y avait très peu de restaurateurs et j'ajouterais très peu de restaurateurs francophones. Donc, il y avait des besoins de former des restaurateurs. Au cours des années, le marché de l'emploi québécois s'est développé avec la présence croissante de restaurateurs qui détenaient une maîtrise en restauration, provenant surtout de l'Université Queen's en Ontario ou encore de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en France. Même si la maîtrise est maintenant un atout, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres types de formations qui ne sont pas données dans un contexte universitaire, mais qui sont reconnues par nos pairs. Un peu partout dans le monde, il y a des écoles qui forment des restaurateurs. Par exemple, en France, il y a l'Institut national du patrimoine. C'est que, donc, il existe des écoles dans d'autres pays, des écoles qui comptent certaines spécialités qui ne sont pas nécessairement enseignées à la maîtrise, par exemple dans le domaine du textile ou encore dans le domaine de la restauration des livres anciens, de la photographie et bien d'autres, là. De nos jours, la maîtrise universitaire constitue un prérequis pour être restaurateur, mais je crois que l'acquisition d'expériences diversifiées reste un complément essentiel pour développer l'expertise du restaurateur et faire face à des cas de plus en plus complexes. Super intéressant ta vision là-dessus. Bon, maintenant, je vais passer plus, retourner à toi puis à ta propre carrière. Au début, quand tu as commencé à travailler comme restauratrice, est-ce que tu avais un ou une mentor ou un ou une modèle que tu suivais, que tu regardais, en fait, pour suivre dans dans ça? Oui, ben, je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu une importance pour moi, puis lors des formations spécialisées, je pense notamment à Nancy Kerr de l'Université d'Alberta, qui avait donné une formation à Ottawa. J'ai apprécié chez elle ses qualités de pédagogue pour transmettre ses connaissances. Lors de mes études à Paris, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont eu une influence dans mon parcours, dont Bianca Fossa, une restauratrice de l'ICROM à Rome, qui enseignait des méthodes statistiques pour évaluer l'état des collections du musée. De même que Mika Sarr, une spécialiste de l'Angleterre dans la gestion et la conservation dans les musées. Celle-ci, Mika Sarr, m'a appris à voir la conservation avec une approche élargie entre l'objet, l'édifice, qui est la première enveloppe pour conserver des collections, et le public qui parfois a accès à ces collections. J'ai su apprécier chez Bianca Fossa et Mika Sarr leur rigueur et leur sens pratique. De même que ma rencontre avec le chimiste allemand Helmut Schweppes, qui a été importante, en 1988 et 1989, il a donné des ateliers pratiques au Smithsonian Institute à Washington sur l'identification des colorants naturels et des colorants synthétiques. Il nous a initiés à des tests d'extraction et de chromatographie en couche mince, des tests, bon, qui dataient des années 60, qui peuvent avoir l'air dépassés, mais qui demandaient peu d'équipements spécialisés. Ça devenait accessible pour des restaurateurs. Ce sont ces 2 ateliers qui ont inspiré l'élaboration de mon projet de maîtrise, hem, soit pour de mettre en pratique les méthodes de Schweppes, excusez-moi, dans un contexte de recherche ethnologique. Je cherchais à connaître quels étaient les colorants utilisés à des fins domestiques en milieu rural et vérifier s'il était possible de les identifier sur des textiles de collection muséale.
en départageant les colorants naturels des colorants synthétiques. Les cahiers méthodologiques et la grande documentation présentée par Shweepy ont été d'une grande utilité pour mon mémoire et ont guidé ma démarche de recherche. Super. C'est vraiment unique comme type de recherche, surtout qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de il y a pas eu beaucoup de projets académiques de recherche sur les teintures, alors ça a été très Ouais. intéressant de te lire quand j'avais lu ta thèse. Ah ben, merci beaucoup. OK. Bon, la prochaine question, c'est selon toi, comment, en fait, le milieu de la restauration a évolué au cours, de ta carrière, du temps, mais plus particulièrement au Québec? Oui, ben, je vais y aller peut-être de façon très générale, là. Oui, oui. D'abord, il y a le type de projet en restauration qui se sont diversifiés. En début de carrière, on traitait surtout des artefacts anciens. Avec les années, on a porté plus d'attention à la restauration de l'art contemporain et à l'art public, de même que la conservation préventive. Cette diversification des projets est étroitement liée à l'accroissement de la clientèle. Bon, je pense entre autres au centre de conservation. Dans les années 80, on traitait presque uniquement des collections de musées. À partir des années 1990, on a vu s'accroître les demandes venant entre autres du secteur du patrimoine religieux avec la mise en place d'un programme de subvention aux fabriques et aux communautés religieuses en 1995 par le gouvernement du Québec. Ensuite, dans les années 2000, on a reçu des demandes du secteur public, notamment avec le soutien aux municipalités qui détiennent des sites patrimoniaux, des monuments, de l'art public et des archives. Certains projets ont amené les restaurateurs à diriger des chantiers d'envergure avec des équipes multidisciplinaires. Je dirais également que la mise en place de comités en santé et sécurité au travail s'est avérée importante pour, faire évoluer nos façons de travailler. Avec les années, nous avons porté plus d'attention à l'équipement, de protection individuelle et à la formation. L'ergonomie s'est imposée pour prévenir des problèmes, musculo-squelettiques qui sont courants chez les restaurateurs. La consultation de spécialistes a permis de revoir nos positions de travail, et de faire l'achat d'équipements mieux conçus, pour les besoins de la restauration, comme des chaises adaptées, à la morphologie de chacun ou encore des tables ajustables en hauteur. De même, avec ces comités donc en santé et sécurité, donc il y a tout l'aspect de la gestion des produits chimiques qui a pris de l'importance. Hem, Notamment avec le programme CIMDUT pour Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. C'est une norme pan-canadienne, qui est en vigueur depuis 1988, mais qui a été modifiée en 2015 avec des normes plus rigoureuses quant à l'inventaire, l'étiquetage, l'accès, rapide aux fiches techniques en cas d'incident. Puis finalement, ben, j'aimerais parler de l'arrivée de l'ordinateur au service de la restauration qui a eu un impact, sur la documentation de nos traitements, la gestion du temps de restauration et la diffusion, hein. Ça peut paraître anodin aujourd'hui, c'est tellement présent dans nos vies, mais quand j'ai commencé dans les années 80, les restaurateurs, on n'avait pas accès à des ordinateurs. Donc, on rédigeait nos rapports, à la main, puis ensuite c'était dactylographié et complété avec des diapositives et des dessins qu'on faisait aussi à la main là pour, par exemple, indiquer où étaient les, les dommages ou des choses comme ça, tu sais. Mais avec l'accès à des ordinateurs, ça a donc facilité particulièrement la rédaction de rapports avec l'intégration de photographies, des graphismes, des tableaux. L'ordinateur a permis également d'exercer une gestion du temps en comptabilisant les heures passées à un dossier. Mais je dirais que l'impact majeur a été la diffusion qu'a apporté les sites internet, et l'accès à une documentation, mais aussi à de la formation, des échanges avec des collègues d'ailleurs dans le monde.
Super, quand on y pense aussi, la photographie numérique a dû tout changer au niveau de Oui, des la rapports de photographie numérique, c'est incroyable. Bon, je dirais que peut-être qu'on passe autant de temps dans nos rapports à intégrer des photographies que lorsqu'on en dessinait, là, mmh, mais à la main, mais quand même, ça c'est plus précis, une image vaut 1000 mots, hein. c'est vrai, c'est vrai. Oui. Bon, prochaine question. Hem, Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés au cours de ta carrière? Au début, mais aussi un peu plus tard quand tu as pris plus d'expérience? Hem, Ouais. Aussi, qu'est-ce que tu penses que les défis que tu as rencontrés, penses-tu que les défis que tu as rencontrés sont les mêmes ou ils sont différents des défis qui sont rencontrés aujourd'hui par les restaurateurs émergents? Ah oui, je pense que ça doit être bon, pas mal les mêmes, oui, 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 oui. Donc un des défis, au départ, c'est le choix du traitement. Il y a parfois plusieurs solutions, puis il faut examiner les avantages et les inconvénients de chaque solution. Je dirais qu'en début de carrière, on est parfois hésitant face à certains traitements. Avec l'expérience, on y arrive plus facilement, bien que le questionnement, demeure toujours présent. Chaque projet de restauration nous apprend quelque chose tout au long de notre carrière. Et c'est cet enrichissement qui nous permet de mieux prendre des décisions par la suite. Bon, un autre défi que j'ai vécu, qui peut arriver encore à des restaurateurs émergents ou des restaurateurs de carrière, c'est l'intervention en cas de sinistre. Alors, lors de la crise du verglas en 1998, il y a le musée de la Chine, donc dans la région de Montréal, qui connaît un important dommage à ses collections. Donc, la région est touchée par une panne d'électricité importante de plusieurs jours et ça occasionne la fermeture du musée. Au retour de l'électricité, le fonctionnement du système de chauffage, avec le fonctionnement du système de chauffage, qui est un système de chauffage à l'eau qui passait dans la réserve, bien, il y a eu un bris de canalisation et un déversement important, d'eau dans la réserve, ce qui a touché de nombreux artefacts. Alors, dès les premières heures, le personnel du musée, trouve rapidement un congélateur pour y entreposer une centaine de textiles mouillés et parfois souillés par des colérants instables. Le surlendemain, nous sommes 3 restauratrices, du centre de conservation, qui se rendent sur place pour aider le musée. C'était la première fois que j'étais confrontée à une telle situation et la tâche me paraissait, bon, colossale. Il fallait penser, au transport du congélateur de Montréal à Québec, ce qui s'est fait en hiver pour éviter que le tout ne dégèle. Puis, le traitement de chacun des textiles s'est fait, un à la fois, ouais, on sortait un textile du congélateur à la fois et puis on a travaillé pendant plusieurs mois à 2 personnes, en utilisant un lyophilisation pour, dégeler les textiles de couleur. C'est la première fois que j'avais à utiliser un lyophiliseur, là, je connaissais pas, ça, c'était tout nouveau. Puis en procédant à de nombreux nettoyages à l'eau et au détergent parce que les textiles étaient sales. Il a été nécessaire aussi de faire des blanchiments pour des textiles blancs qui avaient été tachés par des collants rouges instables, qui provenaient de textiles à proximité, lors du sinistre. Les textiles étaient empilés, mais c'est ça, on pense il faut penser d'abord dans un sinistre avec des textiles, penser d'abord de traiter les textiles, colorés avant les textiles blancs. 1er abord, je savais pas trop ce qui m'attendait, mais le tout s'est bien déroulé. Les textiles ont été récupérés en grande partie. Toutefois, il y a 10 des textiles qui étaient irrécupérables. L'expérience a été intéressante, mais on espère, l'éviter dans une carrière. Vaut mieux l'éviter. Et puis, ben, en fait, malheureusement, c'est les dommages par l'eau sont les plus fréquents, sont très fréquents, d'où l'importance que le personnel des musées et les restaurateurs soient bien préparés à intervenir rapidement. On s'y prépare par de la formation, par de la mise en place d'un plan d'urgence et par l'approvisionnement de matériaux d'urgence en cas de sinistre. Donc, il faut être préparé en amont, en espérant que ça survienne jamais.
C'est super intéressant que tu mentionnes la crise du verglas, surtout que cette année, on a célébré un gros anniversaire de la crise, puis ça a été beaucoup présent dans les médias dans les dernières semaines. Oui, 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 c'est vrai. Moi, j'ai une Oui. question à Puis propos de ces objets-là que tu as eu à traiter pendant, à la suite de cet incident-là. Est-ce que tu as eu la chance de les revoir après quelques années plus tard pour savoir, par exemple, des traitements de, tu sais, de blanchiment avec, oui, Javel? Est-ce que tu ben, as eu la les chance de les traitements de revoir? blanchiment, je peux te dire oui, ben, je peux te dire que les traitements de blanchiment, j'en ai fait au début des années 80, puis j'étais retournée 30 ans plus tard, puis ils étaient en bon état. Tu sais, je sais qu'il y a quand même de la documentation, on dit que ça peut endommager les fibres cellulosiques, mais on a bien fait attention en contrôlant le pourcentage et puis, en faisant des lavages et de nombreux rinçages après pour être sûr qu'on enlève le plus possible les produits. Donc après, hem, 30 ans après avoir, traité les textiles, du début des années 80, j'étais retournée puis je trouvais qu'il était en bon état. Il n'avait pas changé. Il avait pas jauni non plus et puis ceux qui ont été traités, pour le musée de la Chine, c'était au début des années 80. Il y a eu quand même, une exposition. Il y en a qui ont été exposés peut-être, 7 ou 8 ans après, là, je me souviens plus. Et puis bon, mais il est encore en bon état, oui. Et Ah ça, oui, on pourrait retourner aussi, revoir, évaluer. consulter, voir dans dans quel état ils sont, mais j'ai l'impression, en tout cas parce que quand c'est taché par des colorants, ça tu sais, c'est très difficile à faire partir et puis, c'est la seule solution pour que l'objet puisse être exposé. Mmh mh. Fait que c'est des cas extrêmes. C'est vrai, c'est vrai. Ben, merci de ta réponse, c'est super intéressant. Heu, Maintenant, on arrive vers la fin. Je dirais, c'est quoi ton outil de Oui. travail préféré et favori en restauration des textiles? Ah oui, attends une minute, tu as sauté une question? Oh, excuse-moi. Ah oui. Tu as sauté une Qu'est-ce que tu ques apprécies le plus de heu, ta profession? C'est quoi oui, c'est le projet ça. que tu as le plus apprécié? Oui. Oui, oui, oui. Donc, de façon générale, j'ai apprécié travailler, sur une diversité de projets où chaque objet est différent avec sa problématique lui est propre et les défis de restauration que ça représente nous obligeant souvent à être créatifs. Je me suis sentie bien choyée, entre autres, de restaurer les parements d'hôtels brodés du Musée des Ursulines de Québec, une collection unique de broderies en Amérique du Nord, dont l'âge d'or, a été au 18e siècle. Des broderies qui reprennent des grandes techniques de broderie, au fil d'or, au fil d'argent. La découverte récente de plusieurs patrons de ces broderies, est venue ajouter une documentation supplémentaire, fort importante, qui permet d'affirmer, leur création en sol québécois. C'est un ensemble, qui est d'autant plus intéressant du fait que ces artefacts ont toujours été conservés in situ, dans le monastère des Ursulines, une communauté installée en Nouvelle-France dès 1639. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours été avide de connaître l'histoire qui se rattache à l'objet, son origine et j'ai été particulièrement touchée par l'histoire d'un châle qu'on appelle un tali, qui provient du musée de l'Holocauste à Montréal. Il a appartenu à un Canadien d'origine polonaise, Harry Cohen, qui avait immigré à Montréal dans les années 1920. Puis, en 1939, il se rend en Pologne pour régler des affaires familiales, alors que ses enfants restent à Montréal. Malheureusement, la guerre se déclare et M. Cohen ne peut plus quitter l'Europe. Il se cache dans une famille chrétienne, mais malgré tout, il est arrêté et finit ses jours dans un camp de concentration. Après la guerre, la femme qui l'avait caché retourne les biens d'Henry Cohen à ses enfants à Montréal, dont le châle de prière. Alors, tout au long de mon travail de restauration, j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'histoire de cet homme et au fait que le châle l'avait accompagné tout au long de sa vie, dans les moments les plus beaux comme dans les moments les plus difficiles. C'est vraiment une histoire touchante. C'est vrai qu'on connaît Oui, l'histoire derrière un objet, il y a toujours une valeur qu'on y accorde plus en tant que personne nous-mêmes, pas juste en tant que professionnel.
Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, maintenant, quel est ton outil de travail favori en tant que restauratrice textile? Ouais, ben, moi, j'ai beaucoup apprécié, un appareil, pour la teinture. Donc, je le disais plus tôt que dans en restauration textile, on doit teindre des tissus de consolidation, les fils qu'on utilise. C'est une tâche qui revient souvent, dans plusieurs projets. Notre but, donc, est d'utiliser des matériaux dont la couleur s'approche, en mesure du possible, la couleur du textile à consolider. En début de carrière, on faisait de la teinture à la main, sur une plaque chauffante avec des béchères, et on avait à surveiller constamment la température, puis, agiter la solution. À partir des années 90, on a eu la chance, au centre de conservation, d'acquérir des appareils spécialisés comme le Polycolor de la compagnie Matisse, qui est un équipement qui vient du domaine de l'industrie textile. Alors, il s'agit d'un appareil qui permet de réaliser jusqu'à 12 échantillons en même temps dans des contenants séparés. C'est muni d'un microprocesseur et l'appareil agite, les contenants par rotation tout en contrôlant la température et la vitesse de montée de la température. L'appareil est programmé selon les fibres atteintes, que ce soit des fibres animales ou végétales qui se teignent à des températures différentes. C'est un équipement qui est très coûteux, mais qui permet de sauver beaucoup de temps. Il faut penser que le processus de teinture à la main, ça peut prendre 2 à 3 heures. Alors si on a 12 contenants qu'on a préparés des dosages différents, puis l'appareil, fonctionne tout seul, ben ça sauve beaucoup de temps. C'est Parce qu'on n'a pas toujours, hein, la bonne couleur, du premier coup. ouais, exact. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a aussi quand même des solutions qui sont moins coûteuses, avec l'utilisation d'un bain-marie. Moi, par exemple, j'ai utilisé des contenants pour faire des confitures, donc c'était une casserole en métal avec un support métallique pour mettre des pots de confiture normalement, mais j'utilisais donc il y a de la place pour 5 ou 6 contenants, puis j'utilisais les pots de confiture, comme des béchères pour faire, des teintures en Et même c'est temps. ingénieux, c'est vraiment ingénieux. Super. Mais je dois dire comme autre équipement que j'ai beaucoup apprécié, ben, c'est les tables ajustables en hauteur parce que, bon, je suis pas grande, puis la table s'ajuste selon les besoins de notre travail. Soit si on travaille assis ou même debout, là, on peut l'ajuster et ça aide beaucoup à avoir une position confortable. Mmh. C'est vrai qu'on travaille autour de l'objet, c'est pas l'objet qui travaille autour de nous. Alors, il faut s'y ajuster. Ça a l'air super Oui, comme c'est ça. ça, c'est ça. Oui, ouais. Bon, Mais on a la chance aussi, ouais. pardon? Bon, j'allais dire qu'on a la chance aussi que le matériau est souple, Oui. hein? C'est un matériau souple, mais c'est ça. Donc, c'est un ajustement entre les 2 là. Mmh mh. Mmh. Bon, prochaine question. Selon toi, c'est quoi la compétence la plus importante à développer et à pratiquer pour devenir restauratrice textile? Mais oui, un aspect que je trouve important, c'est, d'être capable de repérer les anciennes restaurations, de distinguer l'original des ajouts antérieurs. Ça demande des connaissances des matériaux, des techniques et surtout un bon sens d'observation. Ça vient souvent avec l'expérience. Lorsque je parle d'ancienne restauration, bon, je parle ici de traitements faits par des amateurs, puis ce qui se voit beaucoup dans les textiles anciens. Il y a parfois des interventions qui sont très apparentes, comme par exemple des gros reprisages faits avec des fils très gros et contrastants, alors que d'autres, restaurations anciennes peuvent camoufler, très bien l'original. Alors, certaines, retouches peuvent être trompeuses et passer inaperçues si on ne prête pas attention. Une fois qu'on a repéré ces anciens traitements, il reste à décider si on devrait les retirer pour retrouver l'apparence originale du textile ou les laisser en place. Ça peut être aussi envisagé. Si ça nuit à la lecture de l'œuvre ou cause des problèmes de tension sur un tissu qui est fragilisé, ben là, il est souvent approprié de les retirer puis de revoir la façon de faire. D'autres anciennes interventions sont parfois trop, drastiques pour,
revenir en arrière, comme des sections qui ont été coupées ou refaites en partie. Donc, c'est un sujet qui doit faire l'objet de discussions avec le conservateur du musée ou le propriétaire de l'œuvre. Super. Bon, avant-dernière question. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un ou une restaurateur, restauratrice émergente? Ben, lors de la rédaction d'une proposition de traitement sur un textile, ben, je pense aux manipulations. Il faut penser aux manipulations futures, puis à l'usage qui sera fait de cet artefact. Ben, un autre conseil que je donnerais, c'est de ne pas s'arrêter à une solution devant un objet restauré, de réfléchir à deux, trois possibilités de traitement lors d'une proposition, puis de peser les pour et les contre, puis d'en faire part au propriétaire de l'œuvre. C'est une des. Puis, ben, je dirais aussi de toujours garder un esprit curieux, de garder une passion pour les textiles. Bon, je parle de restauration textile pour moi, ben, puis d'élargir, nos connaissances, sans arrêt, de s'intéresser aux textiles sur toutes ses formes, là, donc garder, le feu sacré. C'est vrai. Super intéressant comme conseil. Maintenant, dernière question. Peux-tu nous partager en fait tes plus récents projets et recherches, vu que tu as pris ta retraite dernièrement? Un petit oiseau nous dit que tu t'es pas arrêté là quand même. Non, c'est ça. Je vais quand même te parler du dernier projet, ben, un des derniers projets en carrière, là, si tu Mhm. veux. Oui, oui. Où j'ai eu un projet, qui m'a amené à expérimenter une autre façon de faire face à un textile qui était très dégradé. C'était un paravent, de la fin du 19e siècle, composé de 4 panneaux en tissu peint. La soie était très dégradée, à l'état poudreux, présentant des déchirures importantes. Alors, comme cet artefact a fait l'objet d'une exposition permanente dans une maison historique pendant de nombreuses années, et qui devait reprendre cette même fonction une fois restaurée, j'ai opté pour, faire une reproduction, donc un fac-similé. Pour ce faire, j'ai travaillé avec un photographe, Guy Couture, du Centre de conservation, qui a pris des photographies de chacun des panneaux et a corrigé les marques de dégradation sur la photo à l'ordinateur. Donc, c'est plus la restauration, mais c'est ça, c'est un travail de reproduction. Et puis, les photographies corrigées ont été reproduites par impression numérique sur tissu par une compagnie spécialisée dans les grands formats. Ces reproductions ont été mises en place dans l'encadrement de bois original du paravent. Quant aux tissus originaux, ils ont été mis à plat dans une boîte permettant de les conserver en réserve pour des fins documentaires de l'objet. C'est une approche qui visait à éviter l'exposition, à la lumière des textiles déjà fort endommagés et d'assurer leur conservation à long terme, dans l'état où ils nous étaient parvenus. C'était une expérience qui a demandé de faire plusieurs tests d'impression pour, atteindre, les couleurs voulues. Ce travail a demandé une bonne collaboration avec la compagnie d'impression. Maintenant, une fois à la retraite, ben oui, je demeure active. Et puis, en 2020, j'ai participé à un webinaire sur la technique de la ceinture fléchée, avec le Conseil québécois du patrimoine vivant. Ma présentation s'intitulait «Le fléché, tissage ou tressage, mythe et réalité». Un sujet chaud qui mène la controverse, qui sème, excusez-moi, la controverse chez les artisans de ceinture fléchée. Hein, certains sont partisans que c'est un tissage, d'autres sont partisans que c'est un tressage. Alors, pour ma part, ben, j'ai démontré qu'il s'agissait d'un tressage en comparant les structures de ces formes de textiles et en m'appuyant sur des propos de chercheurs comme Dorothy Burnham, Noémie Spicer, la classification des textiles d'Irène Imré ou encore de Raoul Darcourt. Mon intention, à la retraite est donc de poursuivre ma recherche pour documenter davantage ce sujet et éventuellement écrire un article. C'est Alors voilà, intéressant. donc Oui. J'ai hâte d'en entendre c'est plus un de comment ça se poursuit ce projet-là.
Je tiendrai au courant. Oui, et surtout les livres que tu as parlé, c'est des livres de référence qui sont clés, en fait, restauration des textiles puis en documentation. Alors, je suis contente Oui, que tu c'est les aies ça. mentionnés. Pardon? Je suis J'ai contente pas que tu compris les aies le mentionnés. OK, oui, OK. Bon, bon. Oh ben, Ben, merci c'est ça, beaucoup. je ben, ça m'a fait plaisir